Le PIB de la zone euro va reculer pour la seconde année consécutive en 2013. Depuis 2008, le PIB de la zone a déjà baissé de 3%. Les chiffres de production manufacturière sont encore plus accablants, avec une baisse de 14% en 5 ans. Quant aux investissements en équipement, ils ont reculé, eux, de 16%. Bien sûr, ces chiffres d'ensemble masquent de lourdes disparités entre, d'une part, l'Allemagne et certains pays d'Europe du Nord, et les pays du Sud, la France incluse. Malgré de multiples sommets, rien n'est résolu, et l'on sent qu'à tout moment, une étincelle peut déclencher une nouvelle crise, que cette crise soit monétaire, sociale ou politique. Et pourtant, la prescription comprend toujours la purge d'austérité pour assainir les financements publics, des politiques de l'offre focalisées sur une course à la dévaluation interne et des négociations interétatiques sous leadership allemand. Face à cette logique, certains ne voient plus que l'éclatement de la zone euro comme seule issue. D'autres, par contre, estiment que seules des réformes profondes et démocratiques des institutions ouvriraient la voie à une résurrection du projet économique et social européen. Ils réclament un New Deal européen. Michel Aglietta, bonjour. Bonjour. Alors, le New Deal européen, c'est ce que vous préconisez dans un livre qui s'appelle justement Un New Deal pour l'Europe, écrit avec Thomas Brandt. On ne vous présente plus sur Xerfi Canal, Michel. Vous êtes l'un des fondateurs des théories de la régulation, mais une information, vous venez d'être nommé par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, membre du Haut Conseil des finances publiques. Et votre co-auteur, Thomas Brandt, est chargé de mission au Centre d'analyse stratégique. Alors, nous allons parler dans cet entretien, d'une part, du diagnostic que vous faites sur les fondements de la crise de la zone euro. Dans un deuxième temps, nous parlerons de ce fameux New Deal, des réformes institutionnelles que vous préconisez pour sortir la zone euro de cet enlisement, voire de cette récession chronique. Et puis, nous parlerons enfin des propositions que vous faites pour établir un nouveau régime de croissance soutenable pour l'Europe. Alors, votre diagnostic de la crise européenne, pour vous, le fondement, si je vous ai bien lu, le péché originel de la zone euro, c'est la conception de la monnaie. Oui, puisque l'Europe a été conçue, disons, la phase qui a été prévue comme une avancée considérable, qui était liée à l'intégration des marchés financiers en un marché financier unique, a eu comme fondement, dans la doctrine qui avait été celle du rapport Delors de 1989, la constitution d'une monnaie unique. Et une monnaie unique sans projet politique. Voilà, donc d'une monnaie unique. Et ceci s'est fait dans une situation tout à fait imprévue, imprévisible d'ailleurs, à l'époque où le milieu des années 80, où le processus d'avancée par le marché, qui était le processus continu, c'est-à-dire que l'Europe a évolué depuis la période 1950 à partir d'un développement des marchés et une unification progressive sous la loi de la concurrence de l'ensemble des marchés, passant de l'industrie à l'agriculture, à la finance. Et donc la monnaie était conçue comme ça. Et puis il y a eu quelque chose de tout à fait nouveau qui a été le choc politique de l'unification allemande, ce qui a précipité très fortement la constitution de la zone euro par l'intermédiaire donc du deal entre Allemands et Français sur abandon du Deutschmark contre l'unification allemande. Et donc la constitution de l'euro s'est faite sans que les caractéristiques essentielles de la monnaie n'aient été assumées. Et la monnaie est un bien public, il ne faut jamais l'oublier. C'est le lien social, le médium social le plus général qui unifie l'ensemble des relations économiques. Et en conséquence, la monnaie a un caractère, disons, de souveraineté déléguée, dans la mesure où la caractéristique essentielle qui est la confiance générale dans la monnaie implique évidemment un lien étroit avec le souverain, c'est-à-dire avec le processus démocratique qui définit la souveraineté. Et c'est là qu'on a un problème, puisqu'il n'y a pas de lien et avec donc, ce lien social que devrait constituer étant donné la que monnaie. ce processus n'a pas été assumé,
en particulier, je crois, par des réticences françaises sur les abandons de souveraineté ou les partages de souveraineté au niveau politique. C'est la France qui était particulièrement réticente. La France a été réticente dans la mesure où l'Allemagne a proposé dès 1994 un processus pour ce faire sous la forme d'un gouvernement franco-allemand sur toutes les affaires économiques, en disant ce gouvernement va être le noyau pour constituer ensuite un gouvernement de l'ensemble des pays qui accepteront et qui vérifieront les conditions de constituer cet espace commun. Et donc, le fait que l'euro est une entité fédérale dans un univers qui n'en a aucune autre, et notamment qui n'a pas aucune entité fédérale en termes de pouvoir politique, ni en termes surtout de validation de légitimité démocratique de l'ensemble des décisions politiques qui sont prises au niveau européen, a créé un porte-à-faux très profond. Et ce porte-à-faux très profond fait finalement de l'euro, si on l'analyse théoriquement, une monnaie étrangère. Donc tout se passe comme si on avait constitué, jusqu'à la crise d'ailleurs, un espace monétaire, disons, à change fixe, dans lequel nous avons une monnaie qui est une monnaie étrangère à tout le monde. D'une certaine manière, ceci est relativement proche de l'étalon or, de la période de l'étalon or. Mais les types de flexibilité que l'étalon or permettait, c'est-à-dire des sorties et des rentrées, dans la convertibilité or dans le cas de difficultés n'existe pas. Et donc, où ont été c'est ça qui est intéressant, depuis la crise, les flexibilités ont dû apparaître, elles ont été en quelque sorte par une violation par la Banque centrale du traité de Maastricht, puisque dans le traité de Maastricht, la Banque centrale, étant donné ce caractère incomplet de la monnaie, était limitée à des fonctions extrêmement précises de contrôler le niveau général des prix en Europe, mais de ne pas surtout, disons, interférer avec les dettes publiques, ne pas interférer avec le processus budgétaire, dans lequel la solidarité de toutes les manières budgétaires était exclue, ce qui veut dire qu'il y avait ce caractère d'incomplétude. Et la Banque centrale européenne, dans le feu de la crise, a été obligée, disons, de tenir ce double langage. Je suis contraint par le traité de Maastricht à ma mission, mais finalement, je suis obligé de faire autre chose, c'est-à-dire d'acheter des titres publics, de financer des banques de manière illimitée, de m'impliquer de manière à tenir ce qui peut encore être tenu du fait que la crise de la zone euro a fragmenté l'espace monétaire et risquait de faire disparaître l'euro lui-même. Donc la Banque centrale a été obligée en quelque sorte dans la crise d'introduire des germes de ce qu'elle doit devenir pour devenir une vraie monnaie. Oui, alors vous avez bien expliqué que ce compromis était un compromis de circonstances qui nous a amené à la situation actuelle. Et je vais vous citer dans votre introduction, vous écrivez que le compromis de circonstances destiné à ancrer définitivement la Grande Allemagne dans l'Europe a longtemps dissimulé que l'union monétaire affaiblissait la France et renforçait considérablement la puissance économique de l'Allemagne. Alors, dans la suite de ce que vous avez expliqué sur la monnaie, par quel mécanisme s'est produit ce renforcement du centre de l'Europe, du cœur de l'Europe autour de l'Allemagne, et un affaiblissement de la périphérie, surtout au sud, y compris la France? Oui, donc l'ensemble des forces qui ont poussé à la crise ont commencé à être en œuvre, disons, même en anticipation, dès le milieu des années 90 en vérité, et en tout cas depuis la création de l'euro jusqu'à la crise financière. Donc ça a été le fait que dans un tel contexte dans lequel il n'y a ni transfert budgétaire, ni politique monétaire, disons, prenant en compte les spécificités, les difficultés des différentes parties de la zone, où l'espace financier et l'espace des marchés des biens de consommation, des biens industriels en général, est devenu libre, a entraîné des forces dites de polarisation. C'est-à-dire que la taille, tout d'un coup, beaucoup plus importante du marché unique par rapport à ce qu'elle était lorsque les risques de change existaient. Risque de change disparaissant, un seul marché de biens industriels s'est produit.
ça a entraîné le développement de ce qu'on appelle les rendements croissants industriels, c'est-à-dire des facteurs d'accélération des avantages comparatifs de ceux qui étaient déjà les plus avancés à l'époque. Et étant donné qu'on considérait que le processus par lequel les allocations de capital et donc les orientations de l'investissement ne devaient passer que par les marchés, on a évidemment favorisé ce processus puisqu'il n'y a eu aucune politique, disons, coordonnée. Sauf sur les infrastructures. Pas de politique industrielle coordonnée, mais des politiques d'infrastructure. Donc des politiques d'infrastructure qui ont évidemment accentué le processus et qui ont surtout laissé fonctionner, donc ça c'est, si vous voulez, l'élément le plus profond qui constitue les hétérogénéités. Là-dessus est arrivé évidemment le fait que le marché financier européen était prêt pour toute la libéralisation financière mondiale et donc pour l'arrivée de la globalisation en Europe. Ce qui s'est traduit évidemment par la transmission en Europe du même processus qui s'est développé aux États-Unis, c'est-à-dire une explosion du crédit et une valorisation massive sur la base, si vous voulez, de ce qu'on appelle la valeur actionnariale, c'est-à-dire sur la rentabilité financière, et une expansion massive des secteurs qui permettaient des appréciations considérables de valeur, en quelque sorte. D'où ce qui s'est passé, c'est que les pays qui ont subi ont plutôt bénéficié d'une énorme baisse des taux d'intérêt du fait de la réalisation de l'euro, c'est-à-dire les pays d'Europe du Sud. Ont été des pays dans lesquels des opportunités de gains sur des actifs réels ou des actifs financiers, du fait de cette baisse des taux d'intérêt, a été maximisée. Et donc, vous avez eu... Mais qui les a parfois détournés des investissements productifs. Non, mais forcément. Ce que vous avez eu, c'est une avalanche de capitaux venant d'Allemagne, notamment, venant de toute l'Europe du Nord et de toutes les banques, en fait, les plus importantes d'Europe, sur des pays comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Irlande. Donc l'investissement immobilier, et donc, développant massivement le secteur immobilier, développant massivement les prêts à la consommation, développement dans certains pays comme la Grèce, disons tout un ensemble de dépenses publiques où la corruption se mélangeait. En quelque sorte, une stimulation de l'Europe du Sud qui devient cliente de l'Europe du Nord et qui renforce le processus de polarisation. Alors, elle renforce le processus de polarisation parce qu'elle entraîne une appréciation très très importante de la richesse, si vous voulez, perçue. Donc, un processus de dépenses considérable, donc des déficits de la balance des paiements qui entraînent toujours plus de capitaux et une accélération évidemment de la hausse des prix par des effets de richesse considérables. Donc, une dérive considérable des coûts. Et donc, tout a été sur une polarisation endogène, liée à la nature même de la zone euro. On a ce double mouvement donc, de crise et de déséquilibre financier et de polarisation industrielle. Alors, on ne va pas développer plus davantage ce point. Pour réagir face à cette situation, on l'a dit en introduction, certains préconisent la destruction de l'euro, d'autres des politiques d'austérité qui sont en œuvre à l'heure actuelle. Vous proposez des réformes institutionnelles extrêmement profondes, ce que vous appelez un New Deal européen. Quelle est l'architecture de ces réformes institutionnelles ? Oui, donc c'est quand même intéressant juste de dire, c'est que moi, quand on a commencé ce travail, j'étais toujours sur la ligne. On va essayer de voir comment, dans le type de gouvernance qui existe en Europe, c'est-à-dire la gouvernance, disons essentiellement la concertation intergouvernementale, qui a remplacé totalement la démarche communautaire, qui a fait, si vous voulez, du Conseil des chefs d'État la seule institution capable de prendre des décisions par rapport à la crise. Je pensais qu'on pouvait améliorer ce genre de choses, essayer de trouver des voies. Après, par la négociation interétatique. Oui, absolument. Et après, le type d'analyse qu'on a fait, elle est la nature même de cette gouvernance, qui est une gouvernance en réalité de compromis à travers des intérêts contradictoires et qui ne peut pas constituer la formation d'un intérêt européen durable. Donc les gouvernements négocient entre eux, sous leadership allemand, mais rendent compte
devant leur pays, devant les électeurs de leur pays, et bien entendu, ce sont les égoïsmes nationaux à ce moment-là qui prennent le plus d'importance. Oui, et puis elles en rendent très peu compte. Si on a l'impression bien qu'en dehors de l'Allemagne, n'est-ce pas, où le lien entre le Bundestag et le gouvernement est très très fort, en Europe, eh ben, quand une décision est prise à 4 heures du matin à la suite d'un Conseil européen, il s'impose totalement sans véritable débat au niveau national. Et donc il y a une détérioration des démocraties nationales elles-mêmes. Donc par rapport à ces énormes difficultés, il faut revenir à l'idée fondamentale, si l'euro ne devient pas une monnaie complète, la solution à la crise n'est pas possible. Je parle d'une solution qui permet de faire avancer la construction européenne vers la. Alors, quelles sont les institutions qu'il faut mettre en place? Et donc, les institutions économiques qu'il faut mettre en place ont fini par être définies et sortir de l'analyse de la crise. C'est-à-dire, il faut une union bancaire qui soit gouvernée au niveau européen. Donc, on pourra éventuellement détailler. Et il faut une union budgétaire qui permet de réaliser une coordination très forte des politiques budgétaires des différentes nations, sur la base d'une institution qui est un trésor en vérité, une entité politique qui effectivement est l'autorité responsable de la coordination budgétaire. En fait, l'idée, c'est de s'inspirer du mécanisme fédéral qui s'est mis en place progressivement aux États-Unis, de créer un trésor fédéral. Il faut en plus un développement considérable du budget européen, probablement en passant de 1 à 5% du PIB, si vous voulez. Et son orientation doit être liée à une politique justement de rénovation des structures industrielles. Avec des mécanismes de transfert. Mais surtout avec la constitution de ressources directes européennes et sous contrôle du Parlement, qui deviendrait un vrai Parlement. Car ce que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose de très bizarre. Pendant très longtemps, les révolutionnaires du XVIIIe siècle ont lutté pour cette idée qu'il ne devait pas y avoir de taxation sans représentation. Le Parlement européen, c'est une représentation sans taxation. Il faut qu'il y ait un lien monnaie, impôt, souveraineté. Tout à fait. Et donc, le processus institutionnel que nous proposons est lié essentiellement à cette trajectoire indispensable. Car il est clair que la légitimité démocratique de l'ensemble est ce qui fera véritablement la cohésion et ce qui fera l'acceptabilité. Et donc, par conséquent, nous travaillons bien sûr sur la manière de constituer véritablement une union bancaire complète et la manière de procéder progressivement pour parvenir à un trésor européen. Mais le point important, c'est le lien des deux. Le lien des deux est très fort. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'union bancaire si vous n'avez pas, si vous voulez, une ressource budgétaire capable de soutenir dans les situations de crise à la fois la résolution des crises bancaires, à la fois l'assurance des dépôts, qui devient à ce moment-là le lien monétaire qui fait vraiment monnaie commune. Vous n'avez pas vraiment de monnaie commune complète si les déposants qui utilisent la même monnaie dans différentes régions de l'espace de la monnaie sont inégaux, n'ont pas la même garantie de reconnaissance de leurs dépôts. Et donc, une assurance des dépôts commune implique un budget derrière, car on ne peut, bien sûr, on va faire en sorte que l'assurance des dépôts soit toujours si vous voulez, solvable, c'est-à-dire que les crises bancaires soient les résolutions bancaires de crises spécifiques de banques. Soit en fait financées par les banques elles-mêmes, par une assurance. Mais on sait bien que dans une situation de risque systémique, nécessairement, les contribuables sont mis à contribution. D'où la nécessité d'une légitimité démocratique dans cette mobilisation de ressources de l'ensemble de la société. Alors, sera la société autre européenne. problème qui est posé dans cette architecture, c'est celui du mandat de la BCE et corrélativement la question de la soutenabilité de la dette. Oui, bien sûr. Le mandat de la BCE doit être transformé très profondément. Et de toute manière, ça rentre dans le cadre d'une transformation des mandats de banque centrale qui est en cours, nécessairement du fait du choc de la crise financière, qui a remis en question la séparation entre la fonction de banque centrale telle qu'on l'avait pensée depuis les années 80, qui était, elle ne s'occupe que de la stabilité des prix.
la finance est essentiellement autorégulée, sous la condition qu'il y ait un certain nombre de supervisions et de réglementations légères qui soient au niveau microéconomique. La crise financière a balayé, si vous voulez, cette caractéristique qui supposait que la finance était intrinsèquement stable, ce qui veut dire que les banques centrales doivent s'occuper de la stabilité financière, ce qui veut dire qu'elles ont une multiplicité d'objectifs à s'occuper et non plus d'un seul, et que par conséquent, elles entrent dans les arbitrages de politique économique, les arbitrages politiques les plus importants, de façon, et en même temps, elles vont avoir besoin d'instruments multiples pour pouvoir gérer cet ensemble de prérogatives qui concernent en réalité, d'un côté, la monnaie doit être suffisamment stable, et ça, c'est sa valeur, et par conséquent, ça se mesure par le niveau général des prix, et la finance doit pouvoir maîtriser le risque systémique, et ceci suppose un contrôle du crédit qui implique la Banque centrale dans des choix politiques très larges. Et en conséquence, le mandat des banques centrales doit se transformer dans l'ensemble du monde occidental. Et donc, pour que la BCE puisse réaliser sa part dans cette, disons, nouvelle doctrine des banques centrales, imposée par la crise, encore une fois, eh bien, il faut bien entendu qu'en Europe, c'est plus difficile qu'ailleurs. Il faut que les institutions soient profondément transformées dans le lien entre la Banque centrale et les entités politiques. La Banque centrale doit pouvoir financer la dette et assurer la soutenabilité de la dette. Notamment, la Banque centrale doit pouvoir, parce que la dette publique, ce n'est pas une dette quelconque. La dette publique, c'est ce qui est lié à la constitution du bien public, c'est-à-dire de l'ensemble des services collectifs qui font la cohésion des sociétés. La dette publique doit pouvoir, dès lors qu'elle est solvable, c'est-à-dire dès lors que l'État n'est pas un État défaillant, et donc, en l'espèce pour l'Europe, c'est en effet la coordination que l'on propose à travers ce trésor européen, et la phase intermédiaire serait un institut budgétaire européen que l'on propose, institut budgétaire européen sous contrôle évidemment du Parlement. Eh bien, si vous voulez, cette dette publique, dès lors qu'elle est par conséquent solvable, c'est-à-dire soutenable à long terme, doit pouvoir être mise hors marché dans les conditions de stress de marché, dans des conditions alors, on sent bien que toute cette architecture, c'est un véritable projet politique, mais on ne le voit pas poindre, ce projet politique. Alors, évidemment, ce projet politique suppose un débat considérable, c'est-à-dire que il s'agit d'établir une démocratie européenne. Je pense que oui, bien sûr. Pour légitimer, disons, la trajectoire que l'on a voulu d'un espace économique commun, il faut en effet une légitimité démocratique, donc il faut avoir un système d'institutions européennes correct. Et donc ça suppose en effet qu'il y ait, je pense que l'entité politique sur laquelle il faut s'appuyer, c'est le Parlement. Car le Parlement, lui, a intérêt à prendre plus de pouvoir, il essaye de le faire, et en particulier le rejet du budget, qui est le budget croupion que les chefs d'État avaient voulu réaliser. Renforcer les prérogatives du Parlement. Le Parlement doit jouer un rôle dans la phase transitoire, bien entendu. Et il maîtrise le budget. Absolument. Et ce qu'il faut aussi, c'est disons, ce qu'on appelle les communautés épistémiques, quoi. Il faut produire à travers si vous voulez, un débat d'idées très large, qui doit intervenir notamment à l'occasion des élections du Parlement européen. Un débat qui soit un débat politique sur les idées européennes et qui doit être alimenté par... vous savez, l'Allemagne est intéressante de ce point de vue-là. C'est dans les années 30 que ce qu'on a appelé l'école de Fribourg a conçu la notion d'ordolibéralisme. Et ça a été un processus intellectuel qui, après la guerre, est devenu en réalité un ensemble de doctrines qui a été prise en charge politiquement et qui a effectivement, par l'intermédiaire de Erhard, qui à l'époque était le penseur de la CDU, est devenu un projet politique. Mais c'était d'abord un projet intellectuel, si vous voulez. Et je pense qu'on en est là, en quelque sorte. Et ce qui veut dire qu'il faut des manifestes d'intellectuels européens qui soient publiés dans l'ensemble des journaux européens, des grands journaux. Il faut qu'il y ait ce processus de l'IBE. Nous, on essaye de le développer avec un certain nombre de gens en Europe, en Allemagne, en Italie, etc., et en France, pour pouvoir aller près des
je pense que ceux qu'il faut toucher, ce sont les commissions des finances des parlements, puisque ce qu'on propose, c'est qu'en effet, l'IBE soit constitué de membres des commissions des finances des différents parlements et d'un certain nombre de fonctionnaires du Trésor pour les aspects techniques. Mais son rôle serait de préparer le Trésor européen, de la même manière que l'Institut monétaire européen, dans les années 90, a préparé la Banque centrale européenne. Ce que disait Jean Monnet, c'est que pour faire avancer des idées qui paraissent très très loin du consensus ambiant, il fallait d'abord une très bonne préparation, et que cette préparation ne devait pas impliquer les dirigeants politiques immédiatement, mais passer par un processus de contournement grâce à des personnalités, en quelque sorte. Alors, Jean Monnet, d'ailleurs, que vous citez en conclusion, dans Plaidoyer pour le courage politique, nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les hommes. Alors, je voudrais qu'on termine... Ça veut dire relancer la démarche communautaire. Tout à fait. Michel Aglietta, je voudrais qu'on termine sur le projet de croissance. Vous plaidez pour un nouveau régime de croissance pour l'Europe. On a vu en introduction que recul des investissements, recul du PIB, recul de la production industrielle. Sur quoi doit être basé ce nouveau régime de croissance ? Oui, alors pour cela, il faut faire une analyse de ce qu'est la compétitivité des nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des dispositions qui sont quasi suicidaires en lançant les nations les unes contre les autres, en assimilant la compétitivité des nations à celle d'entreprises qui se battent sur un marché. Or, la notion de compétitivité des nations, soit n'a pas de sens en fait, soit elle en a un dans une logique dynamique de croissance qui autogénère ses avantages comparatifs. Alors, effectivement, dans un monde d'innovation, on est là-dedans. Et donc, ce qu'on met en avant, c'est que la compétitivité suppose à la fois une organisation des entreprises et de leur lien avec le travail, avec le capital humain, tel qu'on soit capable de mobiliser massivement les connaissances. Donc c'est tout le problème de la nature de la gouvernance des entreprises. Il faut un nouveau compromis social. Ça s'exprime comme un compromis social, mais qui existe déjà dans certains pays, qui ont justement bénéficié de ça pour être très forts. Et qu'en France, on voit la difficulté qu'on a à le mettre en œuvre. Et il faut des systèmes d'innovation. C'est l'idée que tous les pays qui réussissent ont des systèmes d'innovation, c'est-à-dire des capacités des entreprises de se mettre en commun un certain nombre d'avantages qui sont des externalités qui ne passent pas directement par le marché, mode de formation, en type de financement, en information sur la technologie, laboratoires publics, privés très liés. Vous avez des systèmes d'innovation très différents, que ce soit en Chine, au Japon, en Allemagne et le système anglo-saxon essentiellement qui est lié aux start-up, au capital risque et au Nasdaq, mais ce n'est pas le seul, ce système anglo-saxon, mais nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus parce qu'il était essentiellement lié au lien entre grandes entreprises et États et ensuite et au processus de filière. Et donc nous n'avons plus rien en France en particulier pour mettre. Donc il faut reconstruire ce système d'innovation et il nous semble en effet qu'il doit se construire au niveau européen sur la base, disons, de l'essentiel de ce qui est nécessaire pour coordonner des processus productifs dans l'ensemble de l'Europe et capable en particulier de réinvestir les régions dévastées. Alors sur ce dernier point, il faut point, investir en Grèce en particulier et non pas augmenter sans arrêt la dette de la Grèce pour pouvoir dire qu'on va passer sur la situation de remboursement de la dette. Sur l'investissement en Europe du Sud, on vit une période de fantastique révolution technologique dans le monde. Alors on ne va pas essayer de la définir ici, ça nous prendrait trop de temps. Vous voulez mettre l'accent sur le développement durable. Qu'appelez-vous développement durable et comment ça peut bénéficier à ces pays d'Europe du Sud ? Oui, alors développement durable, c'est connu comme étant, si vous voulez, un mode de croissance qui incorpore des externalités qui aujourd'hui sont des coûts non reconnus et qui détruisent les ressources naturelles de l'ensemble du monde. Et notamment, ça existe aussi évidemment en Europe. Et donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur le capital naturel,
c'est-à-dire sur l'ensemble des ressources qui sont celles de l'agriculture, l'ensemble des ressources qui sont celles des nouvelles formes d'énergie, mais aussi du problème de l'adaptation à ce qui pointe dans le XXIe siècle, qui sont les conséquences du changement climatique, qui supposent des modifications absolument radicales des modes de vie. Et donc l'idée, c'est que l'Europe peut être leader dans ces domaines-là. Le tout, c'est de retrouver, dans le cadre d'une innovation qui a des aspects absolument génériques sur l'ensemble des activités humaines, un rôle d'être à la pointe de cette technologie, de façon à ce que toutes les retombées dans l'ensemble des domaines, on puisse être, si vous voulez, disons, capter la rente d'innovation qui y correspond. Et en même temps, en définir des formes de lien avec les ressources naturelles qui réduisent notre dépendance à l'égard des importations mondiales. Et donc, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est que ce développement durable, c'est-à-dire prendre en compte les fondements écologiques de l'économie, revient à repenser la richesse des nations dans leur ensemble, de mesurer des formes de capital qui ne le sont pas, et par conséquent, ceci ensuite entraîne forcément des modifications dans la perception des rendements et des risques et réoriente l'allocation du capital financier sur des projets d'investissement. Il faut modifier la logique de rentabilisation des projets. Ah oui, très très profondément. Et ça suppose d'introduire de nouveaux prix, en quelque sorte, là où il n'y en a pas. Ce qui ensuite mettrait certainement en valeur des technologies qui sont encore dans une phase de développement, c'est-à-dire le lien entre tout ce qui concerne, disons, le secteur d'information, bien sûr, et puis ce qui concerne ce que j'appelle le développement durable. Bien, écoutez, après avoir insisté sur le secteur de l'information, Michel Aglietta, cet ouvrage co-rédigé avec Thomas Brandt, Un New Deal pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup.